très honoré, très fier, et c'est un très grand plaisir que me confient Mathieu et Hélène de présider cette première table ronde pour laquelle je suis parfaitement incompétent, mais pour laquelle je vais aussi beaucoup apprendre, car d'un côté comme de l'autre, ce sont de grandes questions qui s'ouvrent. J'ai appris lors de mes années de droit de l'Union qu'on ne pouvait pas quitter l'Union, que cet article 50 était un très grand mystère, quelque chose d'absolument inutile, dans la mesure où on ne pouvait pas renoncer à tous les avantages et les intérêts qu'il y avait à rentrer dans l'Union européenne, et qu'il s'agissait plus qu'un mariage, d'une intégration forte. Et puis les Anglais nous ont montré que tout est toujours possible, et que rien n'est jamais acquis de leur point de vue. Il en va un petit peu de la même façon de la démocratisation des institutions de l'Union, dont on a appris que l'Union était un monstre technocratique, international, que nos paysans appellent un monstre pecnocratique, incompréhensible, et qu'il n'y a aucune chair démocratique, encore moins parfois même de liberté, même si c'est de manière récente que l'Union européenne se dote un peu de cette chair autour d'un squelette bureaucratique. Donc voilà deux interventions bien mystérieuses pour moi et qui vont sans doute me permettre de remettre mes fiches à jour. Donc je passe immédiatement et avec grand plaisir la parole à Hélène Gaudin, professeure dans cette université, qui va nous parler de cet article 50. Hélène. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'espère que je vais effectivement lever ce mystère, une partie de ce mystère, parce que je crois que tant que le retrait du Royaume-Uni ne sera pas terminé, eh bien, il y aura toujours un mystère qui existera. Donc, l'article 50 organise-t-il un retrait, comme sa formulation le laisse entendre? Donc je le cite, « Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union » ou bien l'article 50 peut-il être interprété comme mettant en place une modalité particulière de sécession? C'est toute la question de savoir si le lien existant entre l'Union et ses États membres est simplement un lien conventionnel, gouverné par un traité international, ou bien si ce lien est d'une autre nature. De quelle nature? De nature constitutionnelle, de nature fédérale. En tout cas, il est sûr que, comme aurait pu le dire la Cour de justice, le Brexit revêt une envergure constitutionnelle, à la fois pour l'Union et pour l'État qui se retire. Alors, si l'on regarde la procédure d'adhésion, que l'on regarde l'historique article 237 du traité historique sur la Communauté économique européenne ou l'actuel article 49 du traité d'Union européenne, la procédure d'adhésion peut toujours être comparée comme une lex specialis dérogatoire, circonstancielle à la procédure de révision, en indiquant donc sans aucun changement sur ce point que les conditions de l'admission entraînent, en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, eh bien, une modification de ces traités. On sait que la procédure de retrait a été introduite dans les traités à l'occasion du traité de Lisbonne et suite à l'échec du traité établissant une constitution pour l'Europe, pour répondre à diverses préoccupations, et alors qu'une telle procédure n'existait pas jusqu'alors. Le Brexit implique-t-il alors un phénomène inverse à la procédure d'adhésion, en ce que le retrait d'un État conduirait nécessairement à une perte de substance juridique de l'Union européenne, et notamment un retour vers une approche confédérale et l'abandon donc de l'inclinaison fédérale? Peut-on dire que le retrait consacre un reflux qualitatif du processus d'intégration dont la Cour de justice nous a rappelé encore récemment que sa réalisation est la raison d'être de l'Union elle-même? Alors, contre toute attente, on peut partir de l'hypothèse qu'il ne le sera pas, notamment en ce que le Brexit met en lumière eh bien, la particularité pour un État d'être membre de l'Union européenne, cette particularité qui est certes consacrée par la Cour de justice, mais qui a été reprise par les juges nationaux, y compris donc les juges britanniques. Alors, à cet égard, le Brexit met la lumière sur la particularité de l'Union européenne et permet donc de s'interroger sur la nature de la sortie de cette union. Alors, on trouve d'ailleurs un écho entre la définition tentée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son avis 2.13 et les jurisprudences nationales, et notamment l'arrêt Miller de janvier 2017. Alors,
la comparaison de la procédure de l'article 50 TUE qui organise le retrait et la procédure de l'article 49 qui organise la procédure d'adhésion est assez instructive. Notamment, elle permet de constater que le retrait n'est en rien l'acte contraire de l'adhésion, que ce soit s'agissant de la procédure de retrait, qu'il s'agisse de l'acte de retrait lui-même, voire même des principes du retrait. Donc les deux textes sont certes portés par une finalité identique de protection de l'Union européenne, un souci de non-affectation, mais ils nous disent d'ailleurs, ces deux textes ne nous disent pas la même chose donc, sur l'entité Union européenne. Alors l'adhésion est celle à une communauté de valeurs et à une communauté d'États. Le principe de l'adhésion doit être accepté par l'Union européenne, mais ses conditions, ainsi que les adaptations des traités, doivent être négociées dans le cadre d'un accord entre l'État candidat et les États déjà membres. Et cet accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Donc, dans l'adhésion, la prévalence est celle des États dans les négociations, dans les conditions d'admission et dans les adaptations des traités. Rien de tel dans l'article 50 TUE, dans lequel la prévalence dans la négociation appartient à l'Union et non à la communauté des États, ce qui peut faire donc encore réfléchir sur la nature de l'Union européenne. Alors, le droit de retrait est un droit inconditionnel de l'État, c'est un choix. Il s'impose à l'Union qui n'a ni à le discuter, ni à l'accepter, ni à le refuser. Il s'agit donc bien d'une décision unilatérale de l'État. On peut néanmoins s'interroger ici sur le renvoi aux règles constitutionnelles de l'État qui se retire. Est-ce que c'est une condition simplement interne, un renvoi à une condition interne, ou est-ce qu'il s'agit également d'une condition européenne ? Dans cette hypothèse, que pourrait dire l'Union européenne en cas de non-respect des règles constitutionnelles internes ? L'article 50 éclaire ensuite la part de souveraineté de l'État qui se retire. Cette part de souveraineté qui se concrétise dans le choix du basculement, soit être membre de l'Union, soit quitter l'Union européenne. Il existerait donc, à travers la procédure de retrait, une souveraineté rémanente et en suspens de l'État déjà membre. Enfin, si le traité n'est certes pas une constitution, non plus que l'Union européenne un État, le retrait, donc, je le répète, illustre bien la nature particulière de celle-ci, en ce qu'il illustre le lien non pas seulement contractuel, mais institutionnel entre l'Union et ses États. Alors, clin d'œil de l'histoire, si l'adhésion du Royaume-Uni en 1972 avait fixé en grande partie les principes des procédures d'adhésion, le Brexit permettra, on l'espère, d'éclaircir les particularités et les règles de la procédure de retrait. Alors l'article 50 TUE européanise le retrait de l'État en fixant des règles propres à l'Union européenne et qui sont donc obligatoires pour les États membres. La Cour de justice ne pourrait que le constater si elle était saisie de l'interprétation de l'article 50 TUE, ce que n'a pas décidé la Cour britannique, et donc elle pourrait se prononcer sur la régularité de la procédure de retrait par analogie avec le contrôle qu'elle a posé sur la procédure de révision. Alors, la procédure de retrait appartient avec ses règles propres au droit constitutionnel de l'Union. Elle appartient aussi au droit constitutionnel de l'État qui se retire. Et c'est justement cette immixtion des droits constitutionnels et européens et nationaux qui certainement caractérise le mieux cette procédure de retrait. Donc le changement de terminologie, retrait ou sécession, traduit la différence au moins d'intensité, si ce n'est de nature, dans les relations entre l'Union et ses États membres. Il peut être considéré comme une nouvelle étape
dans une logique fédérale particulière. Alors cette qualification mérite d'autant plus d'être interrogée que l'on peut l'envisager tant du point de vue de la place de l'Union dans la procédure prévue par l'article 50 que du point de vue donc, de l'État qui se retire. Ce sera donc nos deux parties. Alors, dans une première partie, il s'agira d'étudier sur cette procédure de retrait ce qui apparaît comme un glissement de compétences. La procédure de retrait est aux mains de l'Union et non pas de la communauté des États. Donc il y a une substitution de l'Union à ces États. Alors, une fois la notification opérée, sans condition de forme d'ailleurs prévue par l'article 50, ni délai explicite, eh bien, ce qui est sans doute le plus caractéristique de cette procédure de retrait, et notamment quand on la compare à l'adhésion, je le répète, c'est sans doute qu'elle est aux mains de l'Union et de ses institutions. Donc si le droit de retrait est unilatéral, la procédure est négociée et européanisée. On pourrait d'ailleurs s'amuser à faire un parallèle avec l'identité nationale qui est inscrite dans les traités, qui est une reconnaissance pour les États, mais aussi une européanisation de la notion. Alors on peut renvoyer à l'article 50, paragraphe 2 du TUE, qui indique que c'est à la lumière des orientations du Conseil européen que l'Union négocie et conclut l'accord fixant les modalités du retrait. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, et il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. Donc, nulle trace des États dans la procédure, comme si la compétence de négocier était une compétence exclusive. De négocier le retrait est une compétence exclusive de l'Union, donc au contraire de l'article 49. Alors, dans la procédure de retrait, d'une certaine manière, l'État qui se retire se trouve seul face à l'Union européenne. Sans doute s'agit-il, à travers de cette substitution de l'Union à ses États membres, de faciliter les négociations pour l'Union, puisqu'on a des négociations entre deux parties, donc l'État qui se retire et l'Union européenne, et non pas entre 28 parties, ce qui aurait été le cas pour l'adhésion, les États membres de l'Union et l'État qui se retire. Il s'agit aussi d'éviter, bien sûr, les dissensions entre les États membres de l'Union, dont on pouvait imaginer qu'elles allaient apparaître assez rapidement. Alors, ce glissement a aussi pour but de protéger la construction institutionnelle de l'Union, et l'article 50 a pour but que le retrait ne porte pas atteinte à l'acquis institutionnel de l'Union et aussi, bien sûr, au domaine matériel de l'Union européenne. Alors, il n'est pas négligeable également de constater que l'accord de retrait portera sur l'ensemble des compétences de l'Union, et donc y compris le cœur de compétences de l'Union, qui est défini aux articles 2 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union, donc les compétences exclusives de l'Union, ce qui explique aussi que la compétence de négocier le retrait soit une compétence exclusive de l'Union européenne. Alors, la décision et la notification de retrait étant acquises, l'accord fixant les modalités du retrait est négocié donc sur la base des orientations du Conseil européen. Donc, et il prend la forme d'un accord international de l'Union, mais l'article 50, à travers la référence à l'article 218, paragraphe 3 TFUE, renvoie à une procédure spécifique de négociation. Donc c'est une lex spécialiste qui est inscrite à l'article 50 du traité d'Union européenne, au nom de l'Union, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Donc on peut comparer cette procédure spéciale de négociation avec d'autres types de procédures qui sont également inscrites à l'article 218, qui sont des procédures spéciales, comme par exemple
l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y a notamment un renforcement des pouvoirs du Parlement européen. Donc à travers ce renforcement des pouvoirs du Parlement européen et également l'appel à la majorité qualifiée, on retrouve la trace de l'européanisation de la procédure de retrait pour l'article 50. Alors, un autre problème se pose sur la substitution de l'Union à ses États membres dans la négociation du retrait. C'est également la question de l'accord de retrait. L'accord de retrait dont on peut s'interroger sur la nature de cet accord de retrait. Et là encore, la comparaison avec l'adhésion pourrait guider la réflexion. Et on se retrouve là, encore plus peut-être, dans une situation de no man's land juridique qui avait déjà été évoquée par l'avocat général Lenz sur les actes d'adhésion. On la retrouve, on va dire, puissance 10 sur l'accord de retrait. Alors, l'article 49 TUE, encore, qui prévoit l'adhésion, prévoit que les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne sur les traités font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Donc là, on retrouve bien la place des États membres. Le dit accord est soumis à ratification par tous les États contractants conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Donc l'article 49 TUE prévoit en même temps que l'accord d'adhésion une procédure d'adaptation des traités. Procédure d'adaptation des traités à l'élargissement dans une forme minime et technique de révision des traités. Les traités d'adhésion sont accompagnés par des actes relatifs aux adhésions dans lesquels sont inscrites ces adaptations aux traités et dont la nature juridique est ambiguë, mais dont la Cour de justice a pu confirmer par 2 fois que les actes d'adhésion relevaient du droit primaire. Donc on est face à une procédure de révision spéciale, mais qui est quand même très réduite, puisqu'elle se limite à des révisions finalement quantitatives du nombre du nombre des membres des institutions européennes, et également sur le champ d'application des traités, où on fait rentrer un État dans le champ d'application des traités. Alors, rien de tel dans l'article 50 du traité d'Union européenne, qui prévoit simplement que l'Union négocie et conclut un accord fixant les modalités du retrait et que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, 2 ans après la notification. Rien n'est donc dit dans l'article 50, tout au moins explicitement, sur les adaptations pourtant nécessaires et, là encore, techniques à apporter au traité, qui seront des adaptations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en sens inverse, sur la liste des parties contractantes, notamment les dispositions des articles 52 et 55 TUE, et également en ce qui concerne la composition des institutions et les règles de vote au sein des institutions. Faut-il alors considérer que l'accord sur les modalités de retrait ne concerne que les règles matérielles de ce retrait? Et d'ailleurs, si l'on regarde l'ordre des questions qui apparaissent à l'heure actuelle, c'est d'abord, on va dire très globalement, le retrait du marché intérieur, puis c'est les relations entre l'Union et l'État qui sort, mais on ne dit pas grand-chose sur les adaptations, révisions des traités qui vont être impliqués par, on va dire techniques toujours, qui vont être impliqués par ce retrait. Donc la lecture de l'article 50 sur ce point laisse perplexe. Alors, bien sûr, les adaptations au traité n'ont pas à être négociées avec l'État qui se retire. Au contraire de l'adhésion, où effectivement l'État qui adhère peut négocier sa place dans les institutions notamment. Donc il faudrait conclure que l'accord de retrait entre l'Union et l'État qui se retire ne peut pas valoir adaptation des traités, contrairement à ce qui vaut en sens inverse pour l'adhésion. Alors il reste alors une incertitude, le mystère qu'évoquait notre président Xavier Bioy,
comment et quand doit être examinée la procédure d'adaptation des traités qui est liée au retrait d'un État membre. Alors, quand il paraît logique que cette adaptation institutionnelle, simple toilettage des traités, puisque une révision de plus grande ampleur, qu'il y a des procédures spécifiques pour cela, mais que cette adaptation institutionnelle, toilettage des traités et des protocoles, se fasse en parallèle des négociations de retrait, en dehors de la présence de l'État qui se retire, de manière à ce que le système institutionnel de l'Union soit opérationnel dès la sortie de l'État, avec application immédiate. Comment ? Alors, les procédures de l'article 48, qui sont les procédures de révision des traités, paraissent assez inadaptées. La révision-adaptation des traités ne répond pas aux critères des procédures de révision simplifiées. Les procédures de révision ordinaire paraissent extrêmement lourdes au regard de l'enjeu, puisqu'il s'agit simplement d'une adaptation technique des traités. Donc l'accord de retrait devrait être accompagné à minima d'un acte de droit primaire d'adaptation numérique des traités. Les modalités d'adoption de celui-ci restent à définir, donc soit par analogie avec la procédure de l'article 50, donc où on laisse la compétence à l'Union, ça reste assez improbable à l'heure actuelle, soit par analogie avec la procédure de l'article 49, adaptée, donc la procédure d'adhésion, ou alors peut-être faut-il comparer avec la procédure de l'article 7 TE, qui est une procédure qui ne concerne pas du tout ce genre de circonstances, qui est la procédure de sanction d'un État pour violation des principes et des valeurs de l'Union, mais dans lequel, effectivement, on a une adaptation numérique des institutions pour lorsque un État est sanctionné par la procédure de l'article 7. Alors, on voit que cette question du retrait, finalement, laisse une grande place à l'Union européenne, ce qui peut justifier, effectivement, que l'on ne parle pas de retrait, et ce qui met bien en lumière la particularité de ce retrait. Alors, l'autre grande question que l'on peut se poser, c'est le retrait par rapport au statut de l'État membre qui se retire. Donc, non plus seulement du point de vue de l'Union, dont on voit qu'elle est valorisée, l'Union européenne, dans la procédure de retrait, mais du point de vue de l'État qui se retire. Alors, le statut de l'État qui se retire, à mon avis, est finalement au cœur du débat sur la qualification donc de la sortie de l'Union comme retrait ou comme sécession. Car se retirer de l'Union, c'est d'abord se retirer d'un ordre juridique intégré. C'est perdre la qualité d'un État que l'on peut considérer comme intégré. Et se retirer de l'Union, c'est aussi acquérir ou retrouver un nouveau statut, peut-être celui d'État libéré de l'Union européenne. Je sens que notre président est d'accord avec ça. Donc la sortie d'un État intégré à l'Union européenne, au vu des modalités du Brexit, au vu des modalités du retrait de manière générale, on peut constater que l'Union ne relève pas, ou plus, du droit des relations extérieures de l'État qui se retire. Et on va dire quelque chose qui se répète depuis tellement longtemps en droit de l'Union européenne que j'assume quand même de le répéter, c'est que si l'Union est fondée sur un traité international, par contre, lorsque l'on analyse les relations entre l'Union et ses États membres, voire les relations entre les États membres de l'Union, de ce point de vue, c'est à minima un traité spécifique. Donc effectivement, je n'avance pas beaucoup sur la qualification juridique, mais il me semble que c'est un critère très important de la qualification de ce traité. C'est donc un traité d'intégration dont on pourrait considérer que c'est un traité international dans sa forme juridique, mais qui crée des relations constitutionnelles dans les relations entre l'Union et ses États membres, voire entre les États membres de l'Union. Alors si cette particularité a bien sûr été relevée, répétée par la Cour de justice de l'Union, ce qui me paraît important
ici, c'est de constater qu'elle a été reconnue par les ordres juridiques nationaux et notamment par les juridictions suprêmes des États membres. Alors bien évidemment, on peut parler ici de l'arrêt Miller de janvier 2017, mais où effectivement il y a une reconnaissance de cette particularité de l'Union européenne et de cette intégration, mais l'on aurait pu aussi bien prendre les arrêts de la Cour constitutionnelle italienne de 1973, Frontini et Pozzani, ou de la Cour allemande. On peut faire une liste de 2009 sur le traité de Lisbonne. Donc, il est intéressant de voir que le qualificatif de droit de l'intégration est donc repris par les droits nationaux, ce qui ferait sans doute très plaisir au juge Pescator qui avait lancé la notion. Alors, ce sont ces particularités du droit de l'Union qui sont mises en avant dans l'affaire Miller, et notamment le fait que le droit de l'Union crée des droits subjectifs au profit des personnes privées. Donc, d'une certaine manière, c'est l'intégralité de la jurisprudence de la Cour de justice sur la particularité de l'Union européenne qui est reprise et qui justifie qu'on s'interroge sur la nature du retrait d'un État membre. Alors, si on retient le terme de retrait, c'est donc un retrait spécifique. Là encore, j'avance assez peu dans la qualification, mais bon, un retrait spécifique parce qu'on sort d'une union intégrée. Alors pourquoi ne pas aller alors jusqu'au terme sécession, là aussi dans une acceptation fédérale spécifique, puisque l'Union n'est pas un État. Donc il existe une forme, je pense, d'élévation constitutionnelle de l'appartenance d'un État à l'Union qui justifie l'interrogation sur la terminologie. Donc le cas britannique l'illustre particulièrement, tant au moment de l'adhésion, à travers la European Communities Act, qu'au moment du retrait. Alors, pour terminer, je voudrais évoquer rapidement la recherche du nouveau statut pour l'État qui se retire, donc l'État libéré de l'Union que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un statut qui passe par des étapes, à mon avis. Une fois la notification opérée, l'État en cause donc, se trouve dans une situation ambiguë. C'est un État tiers pour la négociation de l'accord de retrait, qui sera un accord international. C'est un État membre à part entière pour tout le reste, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de retrait, ou à défaut, 2 ans après la notification. Donc il y a une dualité de ce statut de l'État dans cette période intermédiaire, qui est inscrite dans la logique de l'article 50 du traité d'Union européenne. Par exemple, si on peut citer l'article 50, paragraphe 4, qui dit que, aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent, avec donc une adaptation de la majorité qualifiée. Donc, il y a là encore une certaine forme de no man's land juridique. Donc, si il y a bien une précision dans l'article 50 sur le Conseil européen et le Conseil, ce qui est normal, puisque le Conseil européen et le Conseil sont des institutions qui sont considérées comme représentant l'État, les États. Par contre, il n'y a rien de dit sur la place de l'État qui se retire dans les autres institutions de l'Union, par exemple le Parlement européen, la Cour de justice, la Commission. Donc il y a quelque chose... on ne sait pas, peut-être un statut totalement ambigu, donc rien sur le Parlement européen, alors que pourtant le Parlement européen doit approuver l'accord de retrait. Rien n'est dit sur la Commission, alors que pourtant la Commission doit négocier l'accord de retrait. Rien n'est dit sur la Cour de justice, alors qu'elle pourrait être saisie de l'accord de retrait au titre de l'article 218, paragraphe 11, donc contrôle de compatibilité des accords internationaux avec le droit de l'Union européenne. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si ce silence s'explique juridiquement en ce que les institutions citées ne représentent pas les États, il n'en reste pas moins que dans la pratique et le fonctionnement de ces institutions, ce silence des traités devra être comblé par l'appel à des principes
par exemple un principe de neutralité ou bien un principe de réserve. Et là encore, on pourrait faire un parallèle avec la procédure de l'article 7 TUE, qui est la procédure de sanction des États politiques, puisque dans cette procédure, il y a justement ce principe de neutralité et de réserve qui est mentionné notamment pour le Parlement européen. Alors, pour le reste, que doit faire l'État dans ces institutions jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de retrait? Donc l'État, il est certainement tenu au principe de coopération loyale. Il est également tenu à un devoir d'abstention qui est inscrit à l'article 4, paragraphe 3 du TUE, qui indique que les États membres s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. Donc, d'une certaine manière, peut-être à travers cette ambiguïté, l'État qui se retire de l'Union se retire par phase, comme il y est entré, et peut-être à l'inverse des procédures d'adhésion, où finalement l'État qui adhère rentre immédiatement dans les institutions de l'Union. Là, pour la procédure de retrait, eh bien, l'État se retire progressivement des institutions de l'Union. Alors, un dernier débat, après je m'arrête. Une fois l'État retiré, donc ayant acquis le statut d'État tiers, au sein de l'Union, comment seront calculées les règles de majorité au sein des institutions? Comment sera prévue la composition des institutions? Alors, puisqu'on le sait, l'équilibre entre les États membres est une question particulièrement difficile au sein de l'Union européenne. Il est instructif de voir que les débats sur ce point n'ont pas encore été lancés pour établir l'équilibre entre les États membres au sein des institutions de l'Union. Donc, le Brexit, finalement, on pourrait en tirer des leçons institutionnelles et matérielles pour l'Union européenne, et c'est sans doute là le nouveau défi de l'Union européenne, nécessairement dans le respect du système propre à l'Union, en vue de la réalisation du processus d'intégration, qui est là, donc, comme le dit la Cour de justice, la raison d'être de l'Union elle-même, et peut-être en envisageant des mécanismes de différenciation. Donc, décidément, le retrait n'est pas nécessairement une dénaturation de la fédération européenne. Je vous remercie, monsieur. De cette contribution particulièrement difficile pour toi en cette période de présidence de comité de sélection qui accumule énormément de tâches et de difficultés. Donc merci d'avoir particulièrement détaillé et montré toute la complexité du processus de retrait et puis cette merveilleuse créativité dont les professeurs de droit de l'Union doivent faire preuve en, d'une part, essayant de transposer les concepts du droit constitutionnel tout en nous disant qu'ils ne sont pas transposables et en regardant du côté du droit international pour voir si les concepts correspondent, toujours pour nous dire que c'est sui generis, c'est spécifique, et qu'en réalité, nous avons tout à inventer en la matière. Quel beau champ de discipline que cette créativité-là. Par ailleurs, j'ai vu que Vanda et moi, nous avions plutôt envie de chanter La Reine des Neiges, hein. Voyez le Royaume-Uni délivré, libéré. C'était l'intuition. Ouais, ouais, mais on a tous pensé. Hein. Est-ce que l'hiver arrive, du coup? Pour le Royaume-Uni, l'hiver arrive? Je n'en sais rien. Trop de références télévisuelles tue la référence télévisuelle.